Bonjour à tous et bienvenue dans la matinale du Grand Bazar où on se retrouve avec un petit café, histoire de commencer la journée. Ce sont des vidéos que vous retrouvez 3 fois par semaine, le mardi, jeudi et dimanche, et du coup l'objectif c'est de faire aucune coupe au montage parce que j'ai pas le temps de faire du montage, parce que mon projet Nexus Keeper est en train un petit peu de décoller et qui me laisse vraiment pas beaucoup de temps. Donc on va continuer un peu de discuter, et là on va aujourd'hui rentrer vraiment dans le vif du sujet. Un peu chaud ça aujourd'hui. Un peu chaud le café. On va discuter vraiment du vif du sujet qui est l'entrepreneuriat, créer une entreprise, c'est l'objectif de cette chaîne, donc c'est ça qu'on documente, créer une entreprise de jeux de société, de jeux de figurines. Ça fait 6 ans maintenant, j'ai vu que la petite chaîne YouTube m'avait mis une petite annonce comme quoi ça faisait 6 ans. Ça y est, février, on dépasse les 6 ans qu'on a commencé. Et vraiment, je pourrais dire que ça a été 5 ans, enfin 4 ans et demi à piétiner et à pas savoir ce que je faisais. Et enfin là, et je dis pas ça juste parce que j'ai enfin un projet qui fonctionne. Le projet fonctionne parce que j'ai compris un peu des choses et que j'ai compris comment faire mon boulot vraiment bien. Et du coup, au moment où je me suis lancé, on l'a vu dans une vidéo où j'avais fait, c'était le saut de la foi ludique, je pense que je l'avais appelé, quelque chose comme ça, où en fait j'ai quitté mon boulot parce que j'étais persuadé que c'était bon, j'avais compris. Donc c'est pas en conséquence d'une réussite qu'on, allez, qu'on détermine si on a bien compris le truc, c'est, après avoir bien compris le truc qu'on a une réussite. Et c'est vraiment un petit peu, mais même un des points à aborder, c'est que il faut, en fait, il y a pas le choix. Cette période, moi, de 4-5 ans que j'ai mis à galérer et à faire des erreurs, il y a pas le choix, en fait. Peu importe toutes les vidéos que vous allez regarder sur internet, peu importe tout ce que vous entendez ou tout ce que vous pourrez lire, il faut faire ses erreurs, en fait. Il y a pas de il y a pas le choix. Le seul truc, c'est qu'il faut s'en rendre compte. Même moi, j'étais persuadé, voilà, Warband, pour moi, c'était vraiment un super jeu. D'ailleurs, je trouve toujours que c'est un super jeu, mais c'est un super jeu pour moi, pas forcément pour le public. Et du coup, j'étais persuadé que oui, d'accord, il faut commencer par des petits projets, il faut faire ses erreurs, mais ça s'applique pas à moi parce que mon jeu, il défonce. Ben, si, ça s'applique à tout le monde. Parce que le but, c'est pas de comprendre comment fabriquer un jeu, comment faire un bon jeu, c'est de comprendre vraiment comment faire un bon business, et c'est pas du tout le même délire. Donc, le premier truc, c'est de 1, faire ses erreurs, comprendre que vous allez perdre de l'argent, beaucoup d'argent, ça c'est important, de se dire qu'on va pas faire ça tranquillement sur le côté, en dépensant pas trop d'argent, et on voit si ça marche. Ça coûte énormément d'argent de faire des erreurs, mais ça fait partie du délire. Ça fait vraiment partie du deal. Il faut accepter le fait que vous allez mettre beaucoup d'argent, qui va pas aboutir, et en fait c'est le coût de l'apprentissage. Vous allez perdre la thune à ce niveau-là. Vraiment on parle de plusieurs dizaines de milliers d'euros, hein, pour moi, bon, ça est étalé sur beaucoup de temps, donc c'est pas trop grave, mais en fait j'aurais mieux fait de les étaler sur une plus petite période. Genre j'aurais pu, si j'avais été dans ce mindset dès le début, j'aurais fait plus d'erreurs plus vite, et j'aurais dépensé plus d'argent plus vite, et ensuite je serais peut-être arrivé à Nexus Keeper après 2 ans au lieu d'y être arrivé après 4-5 ans. Donc faites vos erreurs, comprenez que vous allez d'office les faire, vous n'allez pas y échapper, et faites-les vite si possible, parce que une fois que vous avez compris le truc, c'est vraiment c'est vraiment une autre partie, c'est un autre game, donc autant pas s'obstiner, c'est ça que je voudrais dire, peut-être pas s'obstiner sur ses premiers projets trop longtemps. Donc moi, Warband, il est toujours disponible, mais je sais qu'il fera jamais, ce sera jamais un commerce viable. Voilà, c'était pourri dès le départ, le business plan ne pouvait pas fonctionner, donc ça veut pas dire qu'on n'a pas fait un bon jeu. Le jeu, il est toujours très cool, on peut le télécharger, jouer avec les figs, ça y a pas de souci. Et moi d'ailleurs, c'est le jeu auquel je préfère jouer, c'est Warband, mais si je veux en vivre, ça passe pas. Alors, je m'étais fait une petite note des choses à dire. Ouais, voilà. Ensuite, ouais, déjà, voilà, c'est mon expérience à moi.
Je suis pas un donneur de leçons, hein. C'est juste moi, selon ce que j'ai vécu, beh, je me suis rendu compte de ça qui s'appliquait pour moi. Après j'imagine que chaque personne va être différente, va avoir son propre chemin, donc c'est pas un guide de l'entrepreneuriat. J'en suis pas du tout là dans ma carrière. Peut-être dans 15 ans, si j'ai vraiment des choses plus structurées en plus à dire et surtout avec un bagage, plus gros et surtout voilà, faut quand même avoir réussi avant de donner des leçons, donc j'en suis pas encore là. Donc c'est juste plutôt ma méthode de pensée, plutôt que d'essayer de vous donner des tips ou quoi. Même si je le présente un petit peu comme des points à appliquer, en fait, chaque personne va être différente. Donc, moi, ce que j'ai vraiment appris, c'est à développer ma pensée critique et à retourner le problème. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris du game design. Et ce qui est intéressant avec le game design, c'est qu'en fait, l'économie, c'est un jeu. La vie économique, en fait, si on peut tout à fait le prendre comme un jeu de société économique, moi, c'est ce que j'ai décidé de faire. Et depuis, ben, ça a augmenté vachement ma tolérance au risque. Quand on joue une partie de jeu de société, ben, on prend des risques pour essayer de remporter la partie le premier. Bah, du coup, moi, c'est d'avoir vraiment décidé, j'ai vraiment décidé un jour de faire ça, de prendre la vie économique, donc l'argent et tout ça, comme un jeu de société, et ben, d'essayer de remporter la partie. Comme je l'explique dans une autre vidéo, c'est pas juste pour ramasser de la thune, c'est parce que la partie me fait rire. Les ressources en elles-mêmes, ben, comme dans le jeu, comme quand vous jouez à un jeu de société, bah, vous en foutez au bout d'avoir un tas de petits pions en bois. Ce qui était marrant, c'était de jouer avec les autres joueurs de la table. Bah, c'est un peu le même principe pour moi. J'ai décidé de voir la vie économique comme un jeu de société, mais au final, c'est parce que ben, je rencontre d'autres entrepreneurs et on fait une partie tous ensemble et c'est ça qui est fun. C'est pas juste d'avoir de l'argent. L'argent, c'est cool aussi pour pouvoir après avoir des employés, des choses comme ça. C'est un petit peu mon rêve, mais je m'égare complètement. C'était pas de ça que je voulais parler. Euh, En plus, j'en ai déjà parlé de ça, donc c'est pareil. Et je disais oui, donc développer sa pensée critique et retourner le problème. Et donc, c'est ce que j'applique en game design. En game design, j'essaye toujours de réfléchir un peu à l'envers. Par exemple, le tableau d'action dans Warband, le premier jeu. Mon premier jeu, c'est la mécanique pour activer ces personnages. Et c'est vraiment un tableau où on peut choisir quelles actions nos personnages vont faire. Et quand on choisit une action, on l'interdit aussi à l'adversaire parce qu'on partage le même tableau d'action. Et c'est tout simplement parce que dans la première version de Warband, il y avait vraiment pas une problématique, mais le fait de choisir les actions de son personnage, il fallait juste se dire ok, mon personnage il peut bouger, il peut tirer, il peut frapper au corps à corps, et on peut faire par exemple jusqu'à 2 actions et on peut les combiner comme on veut. Mais ça, c'était un truc qu'on devait garder en tête. Et ça apportait pas beaucoup de fun en fait de se dire bon là mon personnage il peut faire ça, et j'aime bien que chaque partie du jeu soit ludique, soit un petit jeu en soi. Et donc j'ai dû retourner un petit peu le truc, c'est ok, si de me dire ok maintenant mon jeu il fonctionne, Warband sans le tableau d'action fonctionnait, mais maintenant comment est-ce que je fais pour que cette partie ça devienne la partie la plus drôle du jeu. Donc je vais prendre un point faible et je vais le transformer en point fort. Donc je retourne vraiment complètement le truc. Et cette espèce de penser, de retourner le problème, ça va vous être super utile au niveau tout le temps de l'entrepreneuriat. Pourquoi? Parce que tout le monde va vous dire des banalités qui sont fausses. Tout le monde va écouter les mêmes interviews, tout le monde va voir les mêmes livres, tout le monde euh, va avoir la même idée en fait. Forcément, une masse de gens il va y avoir quelque chose qui en ressort. Quand ils se font une idée sur l'entrepreneuriat, bah, ils vont tous vous dire ah ben l'entrepreneuriat c'est ça, il faut que tu fasses sortir un petit jeu, il faut, il faut que les produits soient pas chers et tout ça. Et tout le monde a faux, la plupart du temps. Selon mon expérience, hein. Après, si ça se trouve, dans 3 ans, on se rendait compte que moi aussi j'avais faux, que c'était encore autre chose. Donc, c'est un jeu qui évolue. Donc, et il faut accepter aussi, l'esprit critique, c'est ça, se remettre en question aussi soi-même en se disant, ben, si ça se trouve, je suis dans une mauvaise voie. Faut pas avoir peur aussi à un moment de s'en rendre compte et de l'avouer et dire, ok, faut recalibrer un petit peu tout ça. C'est d'ailleurs le cas pour moi, parce qu'au tout début, ma façon de penser, c'était vraiment faire le meilleur jeu possible, et à un moment, les gens vont le remarquer,
et rien qu'à force de faire des bons jeux, beh, ça va décoller et en fait pas du tout. Là j'ai complètement retourné mon truc parce que le jeu a très peu d'importance au final par rapport au, au fait que que le produit qu'on va fabriquer est amusant à acheter. Nexus Keeper, c'est super fun à acheter, au-delà que le jeu soit cool, j'espère que j'ai fait vraiment un bon jeu et les retours ont l'air vraiment pas mal, donc le jeu est cool, ça c'est un petit bonus, mais la grosse force de frappe de Nexus Keeper, c'est que l'achat même est amusant en fait. On obtient un beau petit objet, on fabrique une collection, on agrandit une collection, les personnages sont fun, c'est coloré, tout ça est au final beaucoup plus important que le jeu, que la qualité du jeu, qui ça va venir en second plan, qui est très important aussi, mais va venir en second plan. Je me suis complètement paumé. Je savais que ça allait être déstructuré aujourd'hui parce que c'est chaud à parler de ça, mais surtout sans se placer comme un professeur qui essaye de vous dire des vérités, juste, vu que justement tout le principe de la discussion, c'est de vous dire que les gens ont tort, sans doute y compris moi. Donc c'est assez compliqué à en parler. Mais donc, je disais que la masse des gens ont sûrement tort, et forcément, c'est parce que si vous voyez qu'à chaque fois, il y a un petit mec qui réussit tout seul sur le côté, et qui est au final une exception, et ben si c'est une exception, ça veut bien dire en fait que la majorité des gens se rendent pas compte de ce qu'il faut faire. Un, au niveau de la quantité de travail, et deux, au niveau de vraiment la mise en place stratégique d'un jeu, d'un produit, d'une société. Exemple très concret, parce que c'est un peu flou tout ce que je raconte, quand je faisais Nexus Keeper, on est venu me dire très souvent que le prix était trop élevé. Encore aujourd'hui, il y a des gens qui me disent: «Ah, le prix est trop élevé». Bien sûr, idéalement, il devrait être un tout petit peu plus bas, mais pour l'instant, c'est pas une production plastique, donc je vise un prix un peu plus bas, mais c'est pas une production plastique. Mais ce qui était très amusant, et c'est là où moi ça a été vraiment un déclic pour moi, c'est que les gens ont commencé à me citer une interview de Fred Henry, donc de Monolith, où parce que voilà, dans cette société, ce qui est très cool, c'est qu'ils font beaucoup d'interviews où ils vont vraiment à fond dans le détail, donc c'est très très cool pour apprendre. Mais Fred Henry, plusieurs fois, il parle du coût du panier moyen qui baisse. Donc le coût du panier moyen, c'est la moyenne que les gens sont prêts à mettre quand ils vont en boutique, par exemple, acheter un jeu. Et du coup, ce coût du panier moyen, il est baissé à 20 €, voire 15 €. Et j'ai beaucoup de gens qui sont venus me dire: «Ah mais tu sais que le coût du panier moyen a baissé, il faut que ton produit fasse 15-20 €». Et en fait, c'est là où les gens ils prennent une donnée qu'on leur donne, mais ils savent pas comment l'interpréter ou comment s'en servir. Et du coup, tout le monde vient me dire, tout le monde est venu me dire: si ton produit doit s'aligner sur sur ce panier moyen. Alors que non, en fait, l'objectif quand on fait une entreprise, quand on fait un commerce, c'est pas d'être dans la moyenne. L'objectif, c'est de réussir pour vraiment remporter la partie. Si on continue à penser en termes de jeux de société, une moyenne, c'est ce qui se trouve au milieu d'un spectre, avec des gens avec vraiment des coûts encore plus bas et des coûts plus hauts. Et notre objectif, ça va être d'être dans la tranche haute. Parce que vendre un produit, en fait, c'est aussi difficile de vendre une figurine de Warband à 10 € que de vendre un cube Nexus Keeper à 30 €. C'est aussi difficile qu'un client soit convaincu par l'un ou par l'autre. Donc, autant faire un produit qui soit plus cher, pas juste pour le plaisir de le faire plus cher, en réfléchissant dès le début pour que ce produit, il les vaille aussi. Donc, une figurine Nexus Keeper, voilà, j'ai encore des gens qui me disent que c'est un petit peu cher. Et après, ça dépend du point de vue. Si on compare ça à un Monopoly, ouais, c'est un peu cher. Si on compare ça à un Capitaine Space Marines, je sais pas si c'est cher. Donc si on vient dans la figurine, c'est franchement pas cher. On a un cube avec une figurine à 60 mm, tous des petits autocollants, le cube est aimanté, la figurine est déjà montée. C'est quand même un taf de ouf et une qualité qui est là. Donc en fait, pour 30 €, c'est pas très cher. Après, quand on prend ça en termes de jeu de société en soi, ça fait un petit peu cher de se dire qu'il va falloir mettre 105 €, c'est le prix du pack de démarrage, pour avoir 4 figurines, ce qui est quand même très cool pour démarrer. Et ouais, c'est là où forcément il me faudrait un produit d'appel, ce qu'on appelle un produit d'appel qui soit moins cher, mais pour l'instant c'est pas possible. Avec
avec ma méthode de fabrication actuelle, où c'est de la résine, de l'impression 3D, où je fais tout, où je monte tout moi-même, c'est impossible de vous mettre un starter pack à 80 € pour le moment. Quand la gamme sera étoffée, ben, j'espère pouvoir passer au plastique et pouvoir proposer un pack de démarrage qui soit beaucoup moins cher, alors que les figurines individuelles vont pas, j'imagine, bouger autant. Parce que ben, ça reste. J'aimerais bien que ça finisse vers les 25 €, mais à voir si c'est possible, parce qu'il me faut l'expérience de la production plastique. Je me suis paumé. Je suis encore paumé. C'est la journée où on se paume, c'est pas très grave. Et oui, donc je parlais de cet exemple concret, ensuite je me suis paumé, c'est le pire truc à faire. Donc tout le monde est venu me parler de ce coût moyen, ce coût de panier moyen qui baissait, et en me disant tu dois t'aligner avec ce coût moyen, alors que avec ce coût moyen, avec ce coût du panier moyen, putain je vais y arriver. Alors que vraiment l'objectif c'est pas d'être dans la moyenne, l'objectif c'est d'être au-dessus. Donc, quand vous avez une donnée comme ça que beaucoup de gens viennent vous donner, généralement c'est qu'il y a une couille dans le pâté. Quand vous avez, moi, c'est vraiment plusieurs personnes hein, qui sont, et des personnes du milieu indé qui sont venues me dire ça à chaque fois. Tu sais, que j'ai vu une interview de Fred Henry où il disait que le coût du panier moyen, du coup, ton produit il est un petit peu cher. Mais non, vraiment, justement, il faut prendre les données qu'on vous donne, parce que Fred Henry, il a jamais dit que le coût du panier moyen, ça voulait dire qu'il fallait faire ce coup-là. Si forcément tout le monde essaye de viser la moyenne, ben la moyenne va baisser. Donc voilà, prenez les informations qu'on vous donne, mais à chaque fois, il faut vraiment essayer de réfléchir par soi-même et de se dire, ok, qu'est-ce que ça signifie vraiment? Parce que sinon, vous vous retrouvez dans des pièges si vous écoutez les solutions qu'on vous... Ouais, écoutez les données, mais n'écoutez pas les solutions qu'on vous apporte, comme dans le game design. Exactement le même principe. Un joueur, quand il va avoir une règle qu'il n'aime pas, il va trouver le problème très facilement, mais ensuite, il ne faut pas écouter la solution qu'il vous donne, parce que là, il n'a pas le bagage de game design et il n'a pas tout le background de votre jeu, toutes les pièces du puzzle. Donc la solution qu'il va amener est mauvaise. Et ben c'est pareil en entrepreneuriat. Les gens vont être très forts pour vous pointer un problème, le coût du panier moyen qui baisse, c'est un problème, mais ils vont être très mauvais pour vous donner la solution. Il faut t'aligner avec ça. Très mauvaise solution. Il faut fabriquer un produit qui vaille plus, sans que ce soit du foutage de gueule. Faut pas juste mettre son prix plus haut, c'est pas ça le but. Il faut s'arranger pour ne pas se retrouver dans la moyenne si vous voulez survivre. Parce qu'en plus, on est de plus en plus à développer des jeux avec justement les moyens de développement qui deviennent extrêmement simples. À Paris Ludique, j'étais vraiment entouré que de gens qui faisaient des cartes entièrement à l'IA, des figurines qui ont été designées à l'IA. Donc, même les règles de jeu, ça peut être fait à l'IA. Donc, la barre a jamais été aussi basse pour créer un jeu. Et on va être, je crois, inondé de projets pas top. Mais du coup, pour se démarquer, ça va être très très compliqué. Du coup, ne tombez pas dans la facilité et faites un truc qui cartonne. Comme je disais, ouais, c'est vraiment le seul truc, c'est comme je disais au début, faites vos erreurs, apprenez, regardez surtout le retour des clients et vous braquez pas sur votre idée. Vous dites pas, ouais, mon jeu, il est trop bien et les clients, ils le remarquent pas. Je suis pas apprécié à ma juste valeur, c'est le pire. C'est, en fait, si vous voulez faire un commerce qui marche, on parle pas de faire juste des jeux en tant que passionné, un petit jeu sur le côté. Si c'est ça votre objectif, de faire juste un jeu que vous aimez bien, ou de reprendre un jeu comme les gars d'Alchemy qui ont repris un jeu qui juste parce qu'ils étaient passionnés, ben ça défonce. Et alors vous avez déjà gagné, il n'y a pas besoin de se dire comment est-ce que je vais fonder une société et gagner beaucoup d'argent, vu que ça c'était pas le but au début. Donc si votre but c'est juste de reprendre un jeu, reprenez juste le jeu, il n'y a pas de souci. Mais si votre but c'est d'en vivre comme moi et de développer le truc, eh ben arrêtez de penser que à chaque fois que vous écrivez un truc, vous chiez de l'or. C'est juste le marché, donc les clients qui vont vous donner ce qu'ils veulent en fait. Et moi, Nexus Keeper, c'est pas spécialement le jeu que je préfère en tant que moi joueur, parce que voilà, il y a beaucoup de hasard, c'est un jeu apéro, c'est beaucoup basé sur voilà, de l'ambiance avec les potes. Il n'y a pas assez de profondeur stratégique pour ce que moi j'aime, mais ça a aucune importance parce que c'est pas un jeu que j'ai fait pour moi, c'est un jeu que je fais pour vous. Et en plus, au fur et à mesure,
je me suis rendu compte que je kiffais autant créer ce jeu que de créer Warband. C'est aussi fun. Il y a autant de complexité dans le game design. Je perds ma voix. Mi, mi, mi. Mi bémol, c'est bon. Il y a autant de plaisir de création en game design dans Nexus Keeper, voire plus que dans Warband, parce qu'on peut vraiment créer des trucs délirants, et il y a très peu de limites, donc c'est au final, même si c'est pas le jeu auquel moi je vais jouer tout le temps, et encore, franchement, je commence vraiment à m'amuser avec ce jeu, parce que je me rends compte que l'objectif de Nexus Keeper, c'est pas tant de remporter la victoire que de créer des situations débiles. Il y a tellement avec les pouvoirs et les situations en balançant un keeper sur un autre, des choses complètement débiles qui peuvent se passer, que pour moi le vrai sel du jeu, c'est de créer des événements un peu improbables, mais qui au final arrivent assez souvent. Donc voilà, esprit critique, apprenez à, quand on vous donne un problème, à retourner un petit peu le souci, donc comme j'ai expliqué avec faire d'un point faible un point fort. Et c'est déjà, mais déjà ça, je vous dis, il faut sans expérience, ça veut rien dire. Donc il faut, à nouveau, il faut tout tester. Et à un moment, vous allez avoir cette mécanique, cette automatisation de l'esprit critique qui va arriver. Et je pense que c'est là que ça commence vraiment que les choses commencent vraiment à décoller, parce que en fait, ça vient avec la confiance aussi. On peut pas avoir d'esprit critique quand on n'a pas d'expérience dans le milieu, parce que vous allez prendre tout ce qu'on vous donne pour argent comptant, parce que les gens en savent plus que vous. Après quelques années d'expérience, vous commencez à vous rendre compte de plein de choses, et forcément votre esprit critique va être un peu plus affûté aussi. Et enfin, le dernier petit point, et ça tombe bien parce que j'arrive à la fin du café. 21 minutes. C'est abusé, en plus mon café est encore chaud. Beaucoup trop long. Dernier point, est-ce que j'ai le temps de l'aborder du coup? Est-ce qu'on s'en fout? On fait une vidéo un peu plus longue. On va faire ça. Le dernier point, je regarde sur mes petites notes. Ouais, c'était... en plus il est rapide. C'est vraiment vous rendre compte que la masse de travail va être énorme. Vraiment, parfois on parle pas de 10 fois, de faire 10 fois le travail que vous imaginez, c'est plutôt du 100 fois. Je fais vraiment un travail de ouf, et de pas attendre qu'on vienne vous aider. Ça, c'est vraiment la grosse réalisation qui, moi, c'était vers le début de Nexus Keeper, que je crois que je l'ai même mis sur le Discord privé où on est avec l'équipe. Je crois que j'ai vraiment mis un moment un message, j'arrête d'attendre de l'aide et j'y vais, quoi. Et ça, c'est vraiment une réalisation qui est très très importante, parce que ça vous responsabilise. Et se responsabiliser, ça fait vraiment beaucoup, c'est-à-dire, ça va dans dans la même idée que ce que je disais, quand on pense, les gens comprennent pas mon jeu, je suis incompris et tout ça, mais c'est un mindset qui est très très mauvais, même pour votre façon de travailler, parce que ça va vous donner des excuses tout du long sur je fais pas l'impression couleur des figurines parce que mon imprimeur veut pas faire l'impression couleur, du coup on continue à le faire en gris. Les imprimantes 3D ça coûte trop cher, donc je vais faire que quelques cubes par jour parce que ça coûte trop cher et que j'ai pas envie d'investir de l'argent, c'est trop risqué. Et tous ces trucs, on se donne des excuses, c'est le plus dangereux parce qu'au final vous avancez pas, et qu'il faut vraiment pouvoir trancher et y aller. C'est vraiment se rendre compte qu'il y a que vous qui va vous sortir de là. C'est con à dire, hein, mais c'est vraiment un gros truc, parce que à partir du moment où vous le faites, vous avez plus le droit de vous accorder le temps de voir comment les choses vont se passer, parce que les choses vont pas se passer. C'est vous qui allez devoir porter tout le truc, et à partir du moment où on se rend vraiment compte, mais où on intègre vraiment ça change tout. Et voilà, moi, le truc que je me dis, c'est que je commence vraiment à me rendre compte que j'ai vraiment demandé de l'aide un petit peu partout, et personne ne prend le risque, forcément, de vous aider si le projet ne marche pas déjà. En fait, l'aide n'arrive qu'au moment où vous en avez plus besoin. Ce qui est un peu débile. Il y a personne qui va parier sur vous si vous n'avez pas déjà prouvé que vous n'avez pas besoin d'eux, en fait. C'est un peu la problématique du truc.
Un peu comme ça dans YouTube aussi. Les youtubeurs, ils vont pas faire des sujets sur vous si vous marchez pas déjà et vous marcherez pas dé et au début, je pensais: «Et vous marcherez pas déjà si, les youtubeurs viennent pas vous aider». Et en fait, non, c'est juste, il faut se rendre compte que tout repose sur vos épaules, tous les domaines, la communication, la production, et qu'il faut faire des concessions sur rien et qu'il faut faire le travail de 10 hommes au début et qu'à un moment, à force de faire ce travail de ouf, ça va décoller et à ce moment-là, on va venir vous aider et ça va vous permettre de scaler, donc de croître beaucoup plus vite. Mais voilà, au début, faut tout faire à la mano. Bon là, j'ai complètement abusé, on est à 25 minutes. C'est ouf que mon café soit encore chaud. Bon, du coup, désolé, c'était un peu long, c'était un peu brouillon. Dites-moi si c'est intéressant ou si je pars trop en vrille dans ce genre de discussion et bon après c'est le petit café du matin, on a le droit de partir en vrille. On se retrouve jeudi avec je sais pas quel sujet. Ciao, ciao, à bientôt.